À la une ce soir, coup de projecteur sur le quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Mise à l'honneur hier lors d'une grande fête, nous reviendrons sur son évolution 2 ans après les travaux de refonte pour le passage du TCSP. À la veille du lancement de la semaine pour la qualité de vie au travail et alors que 36% des salariés aujourd'hui ont déjà fait un burn-out, nous aborderons la problématique et ses enjeux avec notre invité, Patrice Lémus, le directeur de l'ARACT. Nous partirons en Haïti il y a 1 an. Médecins sans frontières récoltaient plus de 170 000 € pour rénover l'hôpital pour Grand Brûlé de Drouillard. Les travaux ont débuté. Et puis, clap de fin de la 11e édition du Festival international Contes et musique dans la Cité. À cette occasion, les acteurs de la manifestation se sont donné rendez-vous pour partager un pique-nique sur la plage à Trinité entre histoire et nature. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Le quartier Sainte-Thérèse était donc mis à l'honneur hier pour une grande fête. L'occasion de revenir aujourd'hui sur les transformations de ce secteur de Fort-de-France, 2 ans après le grand lifting opéré pour l'arrivée du TCSP, qui se fait toujours attendre. Les travaux ont profondément modifié la dynamique du quartier. Une évolution, diront certains riverains, qui n'en est pas une pour d'autres. Reportage signé Loïc Régis. Après de longues années de travaux pour faire place au TCSP, l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse affiche un nouveau visage. Un aspect que certains habitants trouvent plus séduisant et plus propre. Sans oublier les nombreux sacrifices réalisés par les riverains, Rosette souhaite aujourd'hui que tout cela n'ait pas été fait en vain. Nous, habitants, nous avons subi les travaux. Nous avons eu beaucoup de poussière, beaucoup de bruit et nous avons patienté parce qu'au bout, on savait que l'outil serait beau. Donc aujourd'hui, on est là, on assiste à un défilé de mode et un défilé de mode sans personne. Donc aujourd'hui, on souhaite que ce fameux projet, qu'il puisse être mis en œuvre et que les choses se mettent en place. Je ne suis pas nostalgique de feuilles de tôle rouillées. Je ne peux pas être nostalgique de canal de boue. Je ne peux pas être nostalgique de vieilles maisons, c'est pas possible. Donc je suis entièrement pour l'évolution, pour la modernisation et pour faire que les gens vivent dans de meilleures conditions. Pour d'autres, tous ces changements ont modifié l'âme du quartier. L'environnement est moins paisible. On se retrouve après 10 ans à avoir du béton un peu partout. Ça change un peu de tout ce qu'on a connu, quoi. En bien ou en mal? Je pense plus que c'est en mal, parce que bon, on sait très bien qu'un environnement sans verdure, sans nature, la respiration est autre, il y a moins d'oxygène, il y a plus de véhicules qui passent. Donc, j'ai toujours appris que quand on enlève des arbres, qu'il faut toujours replanter par la suite. Le quartier reste vivant et de nombreuses associations se mobilisent. La pétanque, par exemple, rassemble toutes les générations. Ici, la vie ne s'arrête pas pour autant, mais selon Raphaël, elle est différente. Nous avons perdu tous nos petits commerces qui étaient dans le quartier. On n'en a plus d'ailleurs. Même si quelqu'un a soif, il veut boire un coup, il ne trouve même pas pour boire une bière, un verre d'eau. Donc c'est ça qui est un petit peu malheureux en ce moment à Sainte-Thérèse. Je pense que les autorités un jour se diront que bon, il faut qu'on remette Sainte-Thérèse un petit peu comme en temps longtemps. Une nostalgie qui sera sans doute difficile de chasser. Peut-être que la mise en circulation du TCSP finira par convaincre les plus sceptiques. L'histoire du quartier, elle, demeure pour encore longtemps. Et de Fort-de-France à Rivière-Salée ce matin, le bourg de la commune a été le théâtre d'une rixe entre 2 hommes. La bagarre éclate, les 2 individus sortent leur coutelas. L'un des 2 hommes, âgé d'une trentaine d'années, est gravement touché à l'un des 2 bras. Les secours sont rapidement intervenus sur place et ont pris en charge les 2 individus. Ils ont été transportés à l'hôpital Pierre Zop d'Akitman. On ignore encore les circonstances exactes de la dispute. On prend maintenant la direction de la plage de l'autre bord à Trinité à l'occasion de la clôture de la 11e édition du Festival international Contes et musique dans la Cité. Les conteurs se sont donné rendez-vous pour un pique-nique. Et quoi de plus poétique que la vue sur l'horizon pour découvrir une dernière fois des histoires et des légendes du monde entier. Reportage Sandrine Claude et Anaïs Gall. Il était une fois un homme qui priait dans une chapelle. Un cadre pour le moins inspirant, des histoires plus captivantes les unes que les autres et surtout en face, un public conquis. Le conte, ça a quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est assez universel. C'est-à-dire que partout à travers le monde, on peut retrouver un petit peu des histoires qui des fois ont des similitudes parce que ça touche un peu à l'histoire des hommes de la Terre. Et du coup, d'avoir dans un contexte comme ça, un petit peu en plus dans la nature,
c'est intéressant de mêler des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Je trouve que c'est une expression de notre culture qui est très belle et qui nous enrichit à l'instant. Et puis en fait après ça peut continuer à travailler et nous rendre plus éveillés. François est venu spécialement du Burkina Faso pour le festival, une expérience que le conteur juge d'enrichissante. Par les histoires, j'ai appris des choses d'ici, des Canadiens, des Français, de celles qui représentaient le Vietnam. Vraiment par les histoires, il y a des messages qui sont véhiculés, il y a des symboles qui sont véhiculés et c'est marrant de voir que peut-être pour une histoire qui a la même ossature, les symboliques sont différents de par le choix des personnages, des animaux et tout ça. Donc ça c'est très enrichissant pour le conteur que je suis. Seul représentant de la Martinique, Jean L'Océan a pris son rôle très au sérieux. Face à des conteurs venus des 4 coins du monde, l'occasion lui était donnée de mettre en avant le patrimoine culturel de l'île. On parle de notre réalité ici. Notre réalité en Martinique, ce n'est pas la réalité qu'il y a au Québec ou en Afrique ou ailleurs. Donc effectivement, puis le conte, ça reste quand même universel. Je ne raconte pas les mêmes histoires qu'eux, mais on se rejoint. Et, la morale de l'histoire, souvent, ça a le côté d'être conscient, de conscientisation de notre réalité. Pour l'association Virgule, ce moment de partage avec l'ensemble des conteurs était primordial, une façon de boucler la boucle. C'est une façon de faire une forme de bouclage et en même temps de se quitter avec plaisir parce que dans la foulée, on ira directement à l'aéroport et on va se dire au revoir, on aura encore le sel sur le corps quand on ira chez nous ce soir. Et malgré un manque d'investissement cette année, cette 11e édition aura été un bon cru. Les spectacles ont très bien été parce qu'on a eu de très belles salles, les artistes étaient très contents et franchement je suis très satisfait de ce festival. Bien entendu il y a le bémol du financement de la collectivité qui nous a fait défaut et on va faire au mieux pour essayer de boucler les choses. Et pour mettre fin comme il se doit à ces 2 semaines de manifestations, un pot de l'amitié est partagé, une dernière manière de sceller l'universalité du conte. On va maintenant aborder une question qui nous concerne tous, le bien-être au travail. La semaine dédiée débute dès demain chez nous, ce sera la 14e édition. Les enquêtes se multiplient en ce moment sur le sujet et il faut dire que 25% des salariés disent aller au travail la boule au ventre et 36 révèlent avoir déjà fait un burn-out. On en parle tout de suite avec notre invité, Patrice Lémus, qui est le directeur de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en plateau ce soir pour en parler. Alors pour commencer, expliquez-nous qu'est-ce que c'est concrètement le bien-être au travail? En fait, nous on traite plutôt de la question de la qualité de vie au travail. Même si on n'oppose pas les 2 termes, mais en fait le bien-être c'est plutôt un terme qui vient des pays anglo-saxons. Et le choix qui a été fait dans les pays plutôt francophones, on va dire, c'est de traiter de la qualité de vie au travail, donc traiter du bien-être mais sous un angle plus objectif. Alors justement, concrètement... Donc le bien-être c'est un sentiment, la qualité de vie au travail c'est le sentiment que les salariés peuvent avoir au travail, donc perçu par les salariés, qui englobe l'ambiance au travail, l'intérêt du travail, la reconnaissance, la valorisation du travail bien fait, la possibilité de concilier sa vie privée, sa vie professionnelle, la culture de l'entreprise, est-ce que les valeurs de l'entreprise sont en cohérence avec les miennes. Donc c'est un ensemble d'éléments objectifs qui constituent la qualité de vie au travail. Justement, que dit la loi en vigueur par rapport à ça? Alors il n'y a pas de loi particulièrement en vigueur, donc il y a eu un accord national... Une en 96, elle est sortie en 96. Il y a eu un accord national sur la qualité de vie au travail en 2013, donc les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur cette définition, mais il n'y a pas de loi particulière sur la qualité de vie au travail. Est-ce que l'on travaille différemment aujourd'hui? C'est-à-dire que le travail a énormément changé. Aujourd'hui, le travail, on parle d'intensification du travail. La charge mentale au travail est totalement différente d'il y a 20 ans, 30 ans. On était dans des secteurs principalement industriels. Aujourd'hui, tout ce qui est service impose une plus forte charge mentale parce qu'on est plus en relation avec la clientèle. Parce qu'il y a très peu de frontières. En fait, la frontière est très mal définie entre le privé et le professionnel. Avant, vous partiez de l'usine, vous rentrez chez vous, c'est fini. Vous n'êtes pas au travail. Maintenant, vous êtes toujours au travail. C'est une implication, en fait. Le travail demande plus d'implication. La charge de travail est plus difficile à définir. À l'usine, on définissait, en fait, on savait ce qu'on avait à faire. Dans les services, très difficile de définir la charge de travail et de l'apprécier pour le manager.
Donc c'est tout ce qui change au travail qui fait effectivement que vous avez des chiffres sur le burn-out, sur la souffrance au travail qui augmentent. On les a cités, oui. Justement, selon vous, c'est ça peut-être qui explique justement la multiplication des cas de burn-out, de mal-être au travail, c'est ça? En fait, il y a un certain nombre de choses qui expliquent ça. On va dire qu'aussi, on a aussi observé que la question des pratiques managériales aussi impacte très fortement la santé mentale des salariés. Bon, ce n'est pas une nouveauté. Mais les managers aussi, aujourd'hui, on leur demande beaucoup de faire du combien, c'est-à-dire reporting, gestion, planification, sanction, et très peu de soutien à l'activité des salariés. Ils sont très peu aux côtés des salariés pour répondre aux difficultés au travail. Allez-y, je vous laisse terminer. C'est cette problématique qu'on aborde d'ailleurs sur cette semaine, la semaine qualité de vie au travail, le management du travail. Comment on peut redonner un petit peu de sens au management et le sens plutôt de soutien à l'activité des travailleurs que le sens du contrôle. On va y revenir. Mais est-ce que vous pensez que la quête à la performance passe maintenant avant la santé des salariés? Après, tout dépend de ce qu'on entend par performance. Est-ce que la performance est uniquement économique et quantitative, ou est-ce que la performance, on s'inscrit sur le long terme, on s'inscrit avec des équipes qui vont développer leur créativité, des équipes qui sont engagées au travail vous permettront d'affronter les crises, ou la performance est simplement demain, chiffre d'affaires de demain? Justement, est-ce que le bien-être rime avec santé ou est-ce que ça va au-delà? Le bien-être qui rime avec santé, puisqu'on parle très bien de la santé physique et mentale des salariés. La qualité de vie au travail, parce que c'est notre job, nous, on ne travaille pas sur le bien-être. La qualité de vie au travail permet... Mais ça s'apparente quand même, excusez-moi, ça s'apparente. Ça s'apparente, mais il y a une certaine définition du bien-être qui ne correspond pas à nous, à ce que l'on fait en fait. Donc le bien-être, ce n'est pas les massages, etc. Le bien-être, nous on parle de qualité de vie au travail, d'éléments objectifs. Et la qualité de vie au travail, elle impacte la créativité des salariés, elle impacte leur engagement, elle impacte leur capacité à surmonter les crises et les difficultés, elle impacte leur capacité à se dépasser quand il faut se dépasser. Donc oui, ça a une incidence. Justement, qu'est-ce qui fait un bon manager? Qu'est-ce qui fait un bon manager? Un bon manager, c'est celui qui est capable d'équilibrer et de répondre aux différentes contraintes de son métier. Parce que le manager, il agit en permanence sous des éléments contradictoires. D'un côté, il a ses objectifs chiffrés. De l'autre, il a les attentes des salariés à satisfaire. Et un bon manager, celui donc, bien souvent, on dit qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui travaille bien. Il ne faudrait pas que le fait d'avoir un salarié heureux, il ne faut pas que ça soit un critère pour le travail bien fait. Il faudrait plutôt que ça soit un résultat du travail. Donc, savoir répondre aux attentes des salariés doit être un résultat de son travail. Et alors justement, à partir de demain et durant la semaine, qu'est-ce qui va être proposé concrètement autour de la thématique? Alors nous avons 7 temps forts. Donc lundi, nous sommes avec le secteur médico-social. Donc les cadres du secteur médico-social, concilier qualité du travail et qualité de vie au travail. Mardi, donc lundi, c'est avec la UNIFAF, qui est l'OPCA du secteur médico-social. Mardi, avec Martinique Développement et les porteurs de projets, nous aurons une trentaine de porteurs de projets sur la question est-ce que la qualité de vie au travail, c'est un enjeu pour le manager? Mercredi, nous serons avec le CNFPT sur la fonction publique territoriale, sur la question du télétravail, qui est un outil, justement, de qualité de vie au travail. Jeudi, nous ferons un zoom sur la question des addictions et comment le manager doit aborder la question des addictions au milieu professionnel. C'est un tabou, ça? C'est un tabou, on n'en parle pas. Beaucoup d'entreprises sont concernées, ce n'est pas que l'alcool, le tabac et les drogues, c'est aussi l'addiction au travail, l'addiction au jeu, qu'on retrouve beaucoup en Martinique et qui impacte la qualité du travail. Et vendredi, on fait un zoom sur une petite entreprise, le Décoto, qui est une notice qui est à Fort-de-France, dont le dirigeant a fait le choix de traiter cette question en interne. Il prend le risque de parler de conditions de travail avec ses salariés, alors qu'il n'a que 4 salariés, il n'a pas de délégué du personnel, il n'en a pas l'obligation, mais il a fait le choix d'en parler et d'essayer de progresser sur cette question-là. Voilà, on aura donc, je pense, l'occasion de vous suivre la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et vous restez avec nous. On prend maintenant la direction d'Haïti. Il y a un an, Médecins sans frontières récoltait plus de 170 000 € pour rénover l'hôpital des Grands Brûlés de Drouillard. Les travaux ont débuté. Visite de chantier avec Anaïs Gall. C'était il y a un an à Port-au-Prince. La petite Angéline a alors 14 mois. Elle est admise en urgence au centre de Grands Brûlés de Drouillard de Médecins sans frontières. Ok. La fillette est victime d'un accident domestique. Elle s'est brûlée au second degré en tombant dans un chaudron de nourriture. C'est le pain quotidien de nos admissions ici. Environ plus de 50 à 60% des admissions, ce sont les enfants. C'est toujours des accidents comme ça, des accidents domestiques, qui est négligence des parents, et puis ils se sont brûlés. Un cas loin d'être isolé à Haïti. Depuis le tremblement de terre en 2010, nombreuses sont les familles à habiter dans des logements insalubres. Alors la brûlure est devenue un véritable fléau. On fait beau ça. Ça veut dire, ouais, on brûle tout dans le poignet, on brûle l'estomac, on brûle tout dans le dos. Moi, j'ai brûlé septembre 2014.
Moi qui me filmé là, il y a dit qu'on aime parce que je fait 35 jours là. Stanley est un réel soutien pour les patients du centre, car il est lui-même passé par là. Lui et son frère Ernst ont tous les deux été gravement brûlés lors d'une explosion dans leur maison il y a quelques années. Aujourd'hui, ils savent que c'est grâce à leur prise en charge à Drouillard qu'ils ont été sauvés. Quand je viens à l'hôpital pour faire des pansements, de suivre les physiothérapeutes, et je vois parfois des gens à la rue qui me traitent comme Michael Jackson. J'avais 2 gants, des vêtements compressibles de la tête et aux pieds. Si MSF n'existait pas, je serais bon. À côté du bon Dieu, je ne sais pas où je serais. Maintenant, je me dis que je suis un produit de la MSF, parce que c'est grâce à MSF que je suis là maintenant. Le centre de Grand Brûlé est la seule structure de ce type pour tout le pays, soit 10 millions d'habitants. Les patients sont pourtant de plus en plus nombreux et nécessitent l'intervention de plusieurs professionnels de santé. Il y a non seulement les paramédicaux, les médicaux, il y a la santé mentale qui doit intervenir, il y a aussi le laboratoire qui doit intervenir, plus la physio qui doit intervenir. Si on fait seulement la prise en charge de la brûlure, et sur le plan médical, la personne s'en sort très bien, mais la personne est dysfonctionnelle. Pour optimiser l'accueil des patients, MSF a mis en place un projet de rénovation du centre. Grâce à une collecte en octobre dernier, l'ONG a récolté 172 000 € auprès des Antilles françaises. Aujourd'hui, les travaux ont commencé pour construire des locaux plus adaptés. On va reconstruire 4 bâtiments, l'isolement, les soins intensifs, l'hospitalisation et le service ambulatoire. Donc là, on a voulu reconstruire avec des nouveaux matériaux, c'est du polystyrène, une structure préfabriquée avec des murs en polystyrène. Cette structure permet d'être résistante au tremblement de terre et aux cyclones, ce qui est assez important à Haïti. Et les murs en polystyrène sont un matériau isolant qui permet de réduire l'impact écologique du bâtiment. 2 des bâtiments devraient être opérationnels à la fin de l'année. Les 2 autres ouvriront en début d'année prochaine. Et en Guadeloupe, un peu plus de 15 jours après le passage du cyclone Maria, l'île Sœur subit depuis une invasion de moustiques. À Bémao notamment, les points d'eau stagnantes et donc sources de prolifération sont nombreux. Karen Diamin a suivi la tournée d'un chasseur de moustiques. Regardez. Dans son fourgon, ce conseiller clientèle parcourt plus de kilomètres que d'habitude depuis le passage de l'ouragan Maria. Avec le passage de Maria, pas mal d'endroits ont connu des poches d'eau stagnante qui font que les moustiques ont absolument besoin d'eau pour se reproduire et donc il y a une prolifération de moustiques un petit peu partout en zone urbaine comme en milieu rural. Toutes les communes sont concernées, depuis le nord, la Grande Terre, jusqu'au sud. Parmi les nombreux établissements qui sont partis en guerre contre le moustique vecteur de maladie, le lycée Augustin Aron qui dispose de 14 pièges à moustiques tout autour de l'établissement. C'est un piège. Qui dit piège égale, il faut le mettre absolument sur le passage de l'insecte qu'on cherche à capturer. Ici, le moustique en l'occurrence, c'est un animal sauvage qui vit en extérieur. Alors, le piège, il est fait pour le leurrer. Comment il va le leurrer? De 3 façons. Première chose, une cheminée noire surmontée d'un élément blanc, une moustiquaire, pour créer un contraste de couleur au moment où le moustique circule, c'est-à-dire de préférence en fin de journée. Deuxième chose, il y a un flux d'air qui est créé par un ventilateur qui est à l'intérieur, un flux d'air entrant et qui se répartit ici par la moustiquaire. Ce qui aura tendance à répandre cette odeur de phéromone spéciale qui est composée d'odeurs humaines essentiellement. D'accord ? Et la troisième chose, c'est que vous avez à l'intérieur cet attractant qui va absolument être un élément décisif pour intéresser le moustique au piège. Voilà, je vais vous faire voir les quelques-uns qui ont été récupérés au bout de quelques jours. Voilà. Donc, hors du champ du ventilateur, ils se mettent à bouger. Lorsqu'on le remet à l'intérieur, ils ne bougent plus, ils attendent de se déshydrater. Un travail qui vient compléter celui de l'Agence régionale de santé. L'ARS, l'Agence régionale de santé, préconise d'abord de lutter contre les gîtes larvaires. Donc, ils vont essentiellement intervenir au niveau des gouttières, au niveau des regards et au niveau de tous les points d'eau à éliminer. Dès que l'ARS a su que nous étions présents ici en Guadeloupe depuis à peu près 3 ans,
immédiatement, ils se sont mis en accord avec nous pour qu'on puisse leur distribuer ces pièges. Chaque année, des centaines de cas de dengue sont déclarés à cette période. Le meilleur moyen d'enrayer le phénomène reste la prévention. Restez avec nous dans quelques instants. À Paris, nous rencontrerons Kevin Prone, révélé par la version anglaise de The Voice. Le chanteur martiniquais prépare en ce moment son premier album. Et puis en sport, nous reviendrons sur la rencontre en basket féminin entre le Golden Lion et l'Éclair. Un match largement maîtrisé par les Joséphines et marqué également par plusieurs blessures, vous le verrez. Mais avant cela, on va s'intéresser à nos aînés. Cette semaine, nous vous avons fait découvrir les actions réalisées en faveur des seniors. La semaine qui leur est dédiée touche à sa fin. Et pour clore comme il se doit ces rendez-vous, un bal était organisé cet après-midi au Morne-Vert à Ducos. Les seniors ont partagé ce moment convivial au rythme de musique traditionnelle, biguine, mazurka, calypso ou encore kalinda. Outre l'aspect festif, l'objectif était également de créer un lien social. On écoute les propos de la présidente de l'association Le Mieux Vivre Ensemble à l'initiative de l'événement. Des propos recueillis par Loïc Régis. Nous sommes une jeune association sur Ducos où notre leitmotiv c'est la solidarité et nous avons voulu faire une petite manifestation afin de valoriser les personnes âgées. Donc on fera un petit concours de danse, un défilé et puis après un bal où on veut vraiment que les personnes âgées soient acteurs de cette manifestation. Ici en Martinique on a beaucoup de personnes âgées et je trouve que on a tendance à se calquer sur le modèle européen. Et nos personnes âgées, moi je pense qu'il faut s'en occuper. Ce sont des aînés, ce sont des personnes qui étaient là pour nous. Et je pense qu'on doit favoriser la création du lien social en vivant et puis en continuant notre vie avec nos personnes âgées et que nos personnes âgées vivent pleinement leur vie. En culture, à présent, c'est le rendez-vous des inconditionnels de la BD. La 5e biennale de la Caravelle fait ses bulles, s'apprête de nouveau à investir la commune de Trinité la semaine prochaine. En guise de prélude, aujourd'hui, une vingtaine d'auteurs et d'illustrateurs d'ici et d'ailleurs ont rencontré le public aujourd'hui à Grand'Anse aux Anses d'Arlé. Au menu également, dédicaces et puis nouveauté cette semaine, aujourd'hui, cette année, donc un troc de BD. Le rendez-vous était orchestré par le système d'échange local. Sandrine Claude et Anaïs Gall se sont rendus sur place. Regardez. Je trouve ça vraiment bien, mais pour l'instant j'ai rien trouvé. Des BD en particulier, comme par exemple des tuniques bleues. Je ne saurais pas comment expliquer, mais j'adore. J'ai échangé Boule et Bill avec des blagues de Toto. Une bonne affaire? Oui. Mon fils a énormément de BD, donc il est venu pour récupérer des nouvelles BD, troquer, quoi, échanger. Ça nous a vraiment plu d'adhérer en fait à ce principe dans le cadre donc, du festival de BD 2017, de pouvoir en fait d'avoir cette petite connotation en fait, culturelle et de rassembler des fous de BD. Et là on voit tous les enfants, en fait, tout le monde, enfin, c'est super quoi. Donc on combine ça aussi avec des dédicaces d'auteurs. Donc moi j'en fais partie, mais il y en a trois autres qui arrivent. Et ce soir, donc, ça termine en apothéose avec un double concert dessiné en fait, où les auteurs vont dessiner pendant les chansons. De la musique à présent à la rencontre d'un jeune virtuose. À 25 ans, le martiniquais et chanteur Kevin Prone a été révélé par la version anglaise du télécrochet The Voice. Il est en pleine préparation de son premier album. Tafari Tyrolien et Éric Dupuis l'ont rencontré à Paris. Regardez. Sous les projecteurs et les caméras de son équipe, Kevin prépare le teaser de son premier single, Odyssée. Après la comédie musicale, le gospel et la musique classique, l'artiste se lance dans un nouvel univers. J'ai voulu vraiment prendre un virage vers un peu quelque chose de plus cinématique et alternatif, avec cette possibilité justement de mélanger les genres et de pouvoir faire une musique qui me ressemble, avec mon identité caribéenne
mais aussi un peu citoyen du monde. Son passage sur les plateaux de la télé-réalité anglaise a finalement été pour lui une source d'inspiration. J'ai pris The Voice comme une vitrine justement pour exposer justement cette particularité que j'ai. Ça m'a permis justement de rencontrer des professionnels qui pouvaient mieux me conseiller sur l'orientation que je pouvais prendre avec cette voix sans pour autant être figé dans le milieu baroque ou classique. Fort de cette expérience, Kevin se lance aujourd'hui en solo et les débuts sont prometteurs. Pour la production de son futur single, le jeune Martiniquais a récolté plus de 9 000 € grâce à un site de financement participatif. Comment vas-tu, Florian? Bonjour Kevin, ça va bien? Très bien, merci. Super, je te présente toute l'équipe. Bonjour à tous. Mais il n'est pas facile de se faire connaître quand on veut tout faire tout seul. Kevin a donc décidé de se faire aider par des professionnels de la distribution musicale. Dans l'aspect promotion commerciale, nous, ce qu'on va pouvoir amener, c'est, on va dire, permettre à ce projet d'être disponible sur toutes les plateformes numériques dans le monde entier. Peut-être le suivre quand il y aura un album physique qui arrivera. Odyssée sera donc une première étape importante dans la carrière de Kevin, qui a déjà prévu de sortir un album de 4 morceaux dès le mois de novembre. De retour chez nous avec cette information pratique si vous souhaitez faire un don de sang. Notez que demain lundi, le camion de l'EFS sera présent à la Jeune Chambre économique de la Martinique à Rivière-Salée. Ce sera de 8h30 à 13h30. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann de 9h à 16h. Allez, il est temps à présent d'ouvrir notre page sport. Et on débute par du basket féminin. Véritable choc hier soir à Saint-Joseph pour la première journée du championnat de N3. Le Golden Lion était opposé à l'Éclair. La rencontre a largement été maîtrisée par les Joséphines qui se sont imposées de 20 points. Résultat final 69-49. Un match au cours duquel les Saléennes ont perdu 2 joueuses majeures à cause de blessures. Retour sur le match avec Caril Chassol et José Lechertier. Si l'Éclair en rouge perd rapidement sur blessure Erika Doré et Olivia Monrose, 2 joueuses majeures de son effectif, les Saléennes entament bien le match. Emmenées par les anciennes Mylène Valéry et Pascal Tourbillon, elles mènent d'1 point à la fin du premier quart-temps. Mais dès l'entame du deuxième, avec leur recrue phare Amandine Cover, les Joséphines accélèrent. Elles égalisent avant de mener de 7 points après 5 minutes. Un écart que les Saléennes ne comblent pas. À la pause, le Golden Lion mène 33-26. À la reprise, si les partenaires de Tourbillon reviennent à 3 points de leur adversaire, les Joséphines haussent encore le ton et après 5 minutes, l'écart passe de 3 à 10 points. Diminué, l'Éclair plonge physiquement et à l'entame de l'ultime manche, les partenaires de Nicolas mènent de 18 points. Un 4e quart-temps qui n'est dès lors qu'une formalité pour les Joséphines, le Golden Lion s'impose sur le score de 69 à 49. Tomber face à l'Éclair pour un premier match, c'est pas facile. Elles ont été présentes au niveau de la combativité et on a été obligé de répondre présente également. C'est vrai qu'on a eu un début difficile et en deuxième mi-temps on s'est repris, on a davantage joué les contre-attaques et je pense que c'est le jeu rapide qui nous fait gagner ce soir. On est en début de saison donc c'est du réglage, du rodage et puis très clairement on sait que l'adversaire aujourd'hui avait une équipe, un groupe beaucoup plus équilibré que nous. Comme j'ai eu à le dire la semaine dernière, on est en reconstruction, on est avec des jeunes. L'objectif, c'est d'être prêt en fin de saison, c'est là que les choses se passent.
2 autres rencontres féminines ont eu lieu hier soir. Les Black Stars ont battu le SC Lamantinois 37-26 et la Gauloise a atomisé l'Aiglon 53-11. Chez les hommes, victoire du Golden Lion 98-61 aux dépens du BBS. Le SC Lamantinois a défait les Black Stars 59-51 et le Wax a battu le Golden Star 62-53. Pour rappel, vendredi soir, l'USAC a défait l'US Ducossaise 69-49. Et dans le reste de l'actualité sportive, outre le basket au menu ce week-end également, il y avait du hand, du volley ou encore du foot. Et puis en sport individuel, on va revenir sur le trail, le Woolib, qui s'est disputé ce matin à Fort-de-France. Et pour la 2e année consécutive, c'est Louis-Michel Abatteur qui s'est emparé de la victoire. Tour d'horizon avec José Lechertier et Karil Chassol. En handball masculin, la 2e journée du championnat pré-national débuté vendredi soir s'est poursuivie hier. Victoire de l'espoir de Floréal, du TS franciscain, de l'ASC Ducos et de la Gauloise. En attendant le choc étoile Gondo réveil sportif, le TS franciscain et l'espoir de Floréal sont co-leaders. L'USC Citron et la Gauloise suivent à 2 points. En bas de tableau, on retrouve l'éveil de Carabin, l'ASC Dillon Doubout et Sainte-Anne-Cap 110. Chez les femmes, le RC Lorrain et l'USC Citron se sont imposés. Partage des points entre l'Entente AS Mendezès Gauloise et l'Arsenal, 24 partout. Mais également entre le TS franciscain et l'Aiglon, 21 partout. Au classement, l'USC Citron a 1 point d'avance sur l'Arsenal, l'Entente AS Mendezès Gauloise et l'Aiglon. Ferme la marche, le Club Sport, l'UJ Redoute et l'Étoile de Gondo. Sport collectif toujours, en volleyball masculin, la première journée du championnat a vu les victoires du Good Luck 3-7-0 face au Pôle et de l'Espoir sur le même score aux dépens de l'Aiglon. Chez les femmes en excellence, les favoris, l'Espoir et l'Éveil se sont imposés. La surprise est venue de la victoire 3-7-0 du Good Luck aux dépens du Rion. En football, comme vous avez pu le voir hier, le choc de la 3e journée du championnat de Régional 1 a tourné à l'avantage de l'Aiglon. Victoire 3-2 face au Golden Lion. Toujours hier après-midi, victoire du CES Casse-Filotte, du club franciscain, du club colonial. Score nul entre l'Essor et le Golden Star. Vendredi soir, la Samaritaine a battu le RC Rivière-Pilote et en ouverture de cette 3e journée mercredi, le Good Luck et le New Star avaient fait match nul. Au classement, le champion titre est déjà leader avec 1 point d'avance sur l'Aiglon, 2 sur le Golden Star et le New Star. En bas de tableau, on retrouve le RC Saint-Joseph, l'Émulation et la JS Eucalyptus. Football toujours, mais au féminin, hier soir s'est disputée la 2e journée du championnat. Le champion en titre n'a pas raté son entrée, victoire 5-1 face au club franciscain. Partage des points entre l'Émulation et le Racing. L'US Lorinoise a explosé l'entente SC Lamantinois Gauloise 31-0. Enfin, club colonial Hirondelle a subi la loi de toute saison. La 4e édition du Woolib a tenu toutes ses promesses avec un peu plus de 500 participants. Au menu de parcours, le Woolib, 24 km avec un tout nouveau tracé et un dénivelé positif plus important. Le Woos, petit parcours de 13 km. Cette 4e édition, qui figure dans le calendrier du Défi des Mondes, a donné du fil à retordre aux nombreux concurrents suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours. Boue, traversée de rivières, un menu alléchant pour ces amoureux de course en nature. Sur le petit parcours, Pierre-Henri Ménieux s'impose pour la 2e année consécutive en 1h35 et 19 secondes. Il améliore son chrono de 2 minutes. Chez les femmes, Anne Aurette est la plus rapide en 2h09 minutes et 43 secondes. Sur le grand parcours, Louis-Michel Abatteur confirme sa suprématie en remportant pour la 2e année consécutive le Woolib en 3h21 minutes. C'est toujours une belle chose la victoire. Bon, je suis de ceux qui font partie des compétiteurs, mais toujours avec plaisir. Bon, la rivalité elle est toujours là, mais en tant que compétiteur, ben, on joue le jeu aussi, quoi. Je reviens de marathon, bon, disons que c'est avec plaisir que j'ai pu participer. Chez les femmes, c'est Laure Georgeon qui s'illustre en 4h11 et 10 secondes. Le prochain trail est prévu pour le 1er novembre au Diamant.
Ce matin, un stage de Krav Maga était organisé à l'intention des instructeurs de la discipline en Martinique. Il était dirigé par Alain Formaggio, ceinture noire 6e dan. Il s'agissait de renforcer les acquis des instructeurs martiniquais. C'est faire un résumé de mes 30 ans d'expérience pour apporter à ces nouveaux professeurs qui viennent d'être formés mon expérience du Krav Maga et leur donner des raccourcis pour aller plus vite au niveau de la pédagogie et l'apprentissage du Krav Maga. Je les habitue à travailler un peu façon militaire. Donc ils vont se souvenir de mon passage. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.